des jours heureux, il ne reste pas les couleurs de la nuit. Mais à plein temps, l'avenir efface le passé en l'air. Paris, ah, Paris, c'est la nuit venue. À Paris, dans chaque bout, à toute heure, une âme rêvant. Je l'appelle Anita. C'est tout ce que je sais d'elle. Juste son prénom. Je ne l'ai jamais revue. Avant d'enlever son boléro, elle était plus anonyme. J'ai bien fait d'attendre et d'avoir l'audace de lui permettre que oui. Et d'elle-même, elle a enlevé son petit boléro. Alors là, la chrysalide s'ouvre et le papillon apparaît. Je suis dans la cour d'un château et la jeune fille du château qui joue du piano. La fenêtre est ouverte et je suis sur la terrasse. Et c'est le château dans lequel j'aurais mérité de vivre. Au lieu d'être un petit gosse qui traîne les ruisseaux de Gentilly, j'aurais voulu avoir un château avec un précepteur qui m'aurait appris l'astronomie, la philosophie. Un peu de géographie, pas trop, parce que c'est pas marrant. Qui m'aurait appris aussi la musique. Et la jeune fille aurait joué comme ça. Mais les parents vont arriver, c'est la même chose. Quel est ce fils de jardinier qui vient agacer? Ah. Alors la photo, pour moi, c'était... j'y connaissais rien du tout. J'ai une formation en lisant les papiers à l'intérieur des boîtes de plaques, puis c'est des plaques. Alors j'ai eu une formation comme ça très empirique au départ. Mais j'étais très timide, alors je n'osais pas photographier les personnages. Alors j'ai photographié les objets de la rue, les troncs de bic de gaz, les pavés, les lanternes de chantier. On commence toujours par ça, je crois. Enfin, moi, à cette époque. Parce qu'être photographe à l'époque, c'était vraiment déchoir. Le photographe était un type qui était assimilé au camelot ou au forain. Ouais, c'était les enfants, parce que quand on est timide, comme je l'étais, je suis toujours, c'est ça, j'ai peur de gêner. On est timide et les gens qu'on rencontre dans la rue, les premiers qu'on rencontre dans la rue, puis le même âge mental, les enfants. Donc, les fortifs, les enfants, j'étais bien à l'aise avec eux. Et ils m'avaient reconnu comme un des leurs. Photographier de loin, c'est toujours la fameuse timidité. Et je m'en voulais. J'aurais voulu m'approcher, faire des photos plus près. Capa disait, si ta photo est pas bonne, c'est que pas assez près. Oui, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que quelquefois, quand il y a la timidité, on met davantage du décor de l'entourage. Et avec le temps, l'entourage prend une importance très très grande. À moins d'être particulièrement cynique, on ne peut faire autrement que de garder en souvenir les conditions de vie de ceux qui se lèvent tôt, qui prennent le métro éreinté, qui font un boulot répétitif, pas marrant. Et de là à avoir envie que ça change, il n'y a qu'un pas à faire. J'étais 5 ans chez Renault, j'ai vu ce que c'était que les gars qui travaillaient à la chaîne, c'est autre chose. Et je n'oublie jamais les gens qui travaillent. J'y pense très très souvent. Je comprends de temps en temps les mouvements de révolte et
et ces grandes bagarres à coups de boulon, ça, je peux pas. Je prends parti, évidemment, bien sûr. Je peux pas faire autrement. Je faisais des photos dans les ateliers, des machines-outils. On vous disait, par exemple, il y a une nouvelle chaîne qui vient d'être mise en route. Bon, pour faire la photo de la chaîne. Avec un matériel qui était tout de même assez gros. Enfin, c'est-à-dire la chambre 18-24, des châssis avec des plaques de verre. Et le magnésium pour éclairer le tout. Vous avez des éclairs énormes de magnésium. Et ça amusait beaucoup tout le monde. Et la grande récompense, c'était d'aller faire une photo publicitaire au Bois de Boulogne avec une voiture. Il y avait des grosses voitures chez Renault, les Viva Stella, il y avait 8 places. Alors, on mettait 8 dactylos à l'intérieur, et puis on allait faire des photos folles à la cascade. C'était en 34. Hein. Il n'y avait pas de garage pour les vélos, il n'y avait pas de douche pour les gens des forges. Et, donc c'était un petit peu médiéval, enfin, les usines. J'aurais dû faire à ce moment-là tout un travail sur le monde du travail, justement. Pendant que j'étais chez Renault, je ne pouvais pas du tout faire autre chose que ce qui se passait dans l'usine de Billancourt. 30 000 ouvriers, où il y avait déjà certains choix. Mais j'aurais dû faire un travail sur les conditions de vie des gens de la grosse sidérurgie, des mines, les pêcheurs, enfin tous ces travaux, les chauffeurs de locomotives par exemple, que j'ai connus pas après. J'ai à chaque fois un peu égratigné le sujet, mais sans profondément vivre plusieurs jours ou plusieurs semaines avec ces gens-là. Je pouvais pas le faire parce qu'il fallait tout de même avoir des moyens. Il fallait accepter des travaux alimentaires pour faire vivre la famille. Mais je n'ai peut-être pas eu la volonté, l'organisation, la méthode pour réussir ce travail. Radiodiffusion de la station. Le commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Les gars, sortez-vous, je vais expliquer. On voit des petits kilomètres. La barricade vient d'ouvrir le feu. Quand il y a eu la libération de Paris, je traînais à Ménilmontant. J'arrive sur le boulevard, le grand boulevard qui est en bas, et je rencontre une bande de FFI armés jusqu'aux dents. Oh, photographe, il faut que tu me tires le portrait. J'avais très peu de films. Oh, je dis, ces cons-là, ils vont me faire gâcher un film précieux. Alors, ils ont posé sur le trottoir, et c'est eux-mêmes qui ont dit, alors comme l'équipe de foot, hein, le 6-35 avec une bande de mitrailleuses, enfin, vous voyez, l'armement. Et alors, j'ai maugréé, et je l'ai fait un peu en râlant cette photo. Et maintenant, cette photo-là, c'est la plus précieuse que j'ai de cette libération de Paris. Parce que ça montre les vêtements, la trombine qu'avaient les gens, leur âge, leur armement qui était invraisemblable, à la grenade allemande, à la ceinture, un revolver à manche de nacre, comme ça, crosse de nacre à la main, enfin des trucs invraisemblables, ou une pétoire. J'ai bien fait d'obéir, d'être humble et pas dire je vais faire une chose qui soit gesticulante et puis qui montre le danger que j'ai couru. Hein, voilà. Ce sont les cloches de la libération qui sonnent. Les Alliés ont franchi les portes de Paris. Il est exactement 22h25. Paris. Angers. Paris. Libère.
La rue, je l'avais connue étant enfant, hein, Gentilly. Les bandes, il y avait déjà des bandes de gosses dont je faisais partie. Et dans la rue le terrain vague était un endroit de jeu. Et en même temps, c'est un peu, comment on appelle ça, des autoportraits. Je trouvais que j'aurais mérité un décor plus tendre et plus suave que celui dans lequel je me débattais. Et l'opposition entre le décor absurde, très laid, de la banlieue parisienne, et les gens qui passent là-dedans, ils sont par opposition avec le fond, la tendresse des êtres apparaît beaucoup plus touchante. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Dans le fond, c'est une espèce de grogne, de plainte. Je trouvais que c'était pas juste qu'un type de 18 ans ou une jeune fille de 20 ans avec ses petits seins tout neufs se balade dans des décors faits de rajouts, de creux, d'éboulis, voilà. Et après, ça peut devenir un système, il faut faire très attention. Mais au début, c'est comme ça que ça a commencé. Pendant des années, j'avais accumulé des photos de cette banlieue grise. Et quand je les montrais aux gens capables d'avoir une opinion sur la photo, ils disaient « Ah oui, c'est pauvre, c'est triste, enfin, c'est comme ça, oui. Vous n'avez pas des photos de jardin montrées, ou des choses jolies, ou des jolies femmes, etc. Non, ah non, toujours votre misérabilisme, etc. Et il a fallu que je rencontre Sandra parce que on m'a demandé de faire des portraits de Sandra, qui était à Aix-en-Provence à ce moment-là. Et on a parlé de la banlieue. Et il m'avait posé les questions, d'où je venais, qu'est-ce que je faisais. Bon, j'ai fait les photos de lui qui étaient pas mauvaises, parce que c'était une belle tête, hein. Puis il posait bien, il posait pas, quoi, il était là. Quel menhir, hein, c'était quelque chose. Et alors, il m'avait dit, oh, il y a un endroit, oh, vous demeurez à Montrouge, vous êtes né à Gentilly, oh, bah, Gentilly, il y a des endroits que vous n'avez jamais pu fréquenter, la côte qui va vite juif, avec toutes les baraques en bois, les gitans, tout, cause toujours, je m'étais dit dans ma tête. Et quand je s'étais revenu à Paris, j'ai envoyé des photos de ces coins-là, parce que, à l'école communale de Gentilly, mes copains, ils étaient là. Et je lui ai envoyé ça, et par retour, il y a une petite lettre très courte. Si vous avez encore d'autres photos comme celle-là, on va faire un livre. Je ne touchais plus par terre. Je veux pas faire du narcissisme et me replonger dans ces images-là, parce que maintenant, avec le temps, c'est un peu les images d'un autre. J'ai l'impression que c'est un autre qui a perdu sa jeunesse, et voilà, bon, je les regarde, et ça évoque toujours la première rencontre avec lui, pourquoi il m'avait guidé par la suite pour compléter les quelques photos que je lui avais montrées. Il m'envoyait des lettres un peu laconiques en me disant « Il manque encore une chose, mon vieux Douaneau, il manque les banlieusards dans le train du petit matin, il manque la vue sur Billancourt, pris de la côte des Gardes à Issy-Moulineaux, enfin voilà. » Alors là, je complétais, et il connaissait bien, il avait des souvenirs très précis de la banlieue. Prévert et Sandra sont mes deux anges gardiens. Enfin, ils sont toujours présents avec moi dans mes promenades solitaires maintenant. Et il m'arrive même, en pensant à eux, de parler tout seul. Alors les gens me prennent pour un fou, mais en réalité ils ne savent pas que je suis accompagné de fantômes. Prévert, il cherchait mes pâtés en montant des coins de Paris que je connaissais pas. Il m'a fait découvrir le canal Saint-Martin. Je connaissais pas le canal Saint-Martin. Étant du sud de Paris, même de la banlieue de Paris, le canal Saint-Martin, c'était quand même exotique. Et Jacques m'a montré ça. Ah, qu'est-ce que c'était bien le pont de Crimée. Avec les roues du pont de Crimée, les roues de la fortune. Il disait, c'était super comme idée. Hein. Et il disait, ah, tu connais la rue du dessous des Berges, la rue des 5 Diamants, ou la rue des machins. Oui, mais tu connais pas l'endroit où on déroule du contreplaqué dans le quartier de la Bastille. Alors je l'emmenais là, parce qu'il y avait des usines où je suis allé faire des photos. Puis après, je savais que j'avais quelqu'un qui
savait apprécier. Et puis il prenait bien possession d'un lieu, un café comme ça. Il rayonnait, cet homme-là. Il avait des trouvailles. Pour parler des jeunes femmes qui courent dans les rues avec un manteau de fou rire, écoutez, le jeu avec les mots, c'est toujours dans les plus pauvres quartiers que les rues ont les plus jolis noms. Et il a raison. Ah, rue de la Goutte d'Or, écoutez, bon, c'est super. La Main d'Or, c'est encore plus beau, quoi. La butte aux cailles. La butte aux cailles. Et pourquoi la butte aux cailles? Parce que les gens s'appelaient Caille, ils avaient possédé des terrains. Alors on en faisait un truc avec des petits oiseaux qui s'envolent. On a le droit de gamberger quand même. Je lui dois tellement à Prévert, comme beaucoup de gens lui doivent, un élan, enfin quelque chose, une curiosité, un irrespect nécessaire. Démodé ou pas, s'il ne reste qu'un badaud, je serai celui-là. Rien ne m'empêche d'aller sur le pont Alexandre III, ou le prendre, fait des plumes avec sa farandole de femmes, frottée dans le fond brasileir. Ja też nie robię. Bez sensu. Wow, what a beautiful painting of this beautiful girl. And it has been in the possession. Bellissima, puoi dire che è più bella delle opere di Michelangelo? Non ne so. O che è più bella? No, Sicuramente sì. Se giù, voglio dire. Si, sicuramente non sono les sentiments. Ou elle est sereine, elle se sent bien. Patrzyłam w oczy i nie wiem teraz. It's the eyes, I think. This is what came. Because it doesn't matter where you are, it follows you. Yeah. It's so clever, isn't it? I explain you the story of the Mona Lisa, this famous painting. The Mona Lisa is now a legend. One known through the world. Some people through the world only to see it. Il y avait un music-hall, c'est pas rue d'Anguien, comme ça, qui s'appelait Mayol, concert Mayol. Et il y avait matinée tous les jours. Et les 2 premiers rangs étaient garnis des habitués, les mêmes habitués. C'était pas des voyeurs, puisque les jeunes filles montraient leur poitrine, ils étaient contents, ils étaient en famille. Et alors, à l'entracte, les petites venaient prendre un petit café avec, ou un boc, ou un machin comme ça. Et ils rentraient chez eux tout contents. Mais il y avait quelque chose de très, très familial. Hein. Il y avait un contact, là. Hein. Quelque chose. Alors, c'était pas mal. J'ai fait des bonnes photos, ce truc. J'ai eu un ami qui m'a piloté dans la nuit de Paris. On était tous les deux des explorateurs des Ingues, enfin, et des Ingues des Halles, parce que lui connaît ça merveilleusement. C'est Robert Giraud. Et Robert Giraud est un personnage qui prend possession d'un bistrot, qui n'a absolument pas
C'est pas qu'il a pas peur, il n'y avait pas tellement à avoir peur, quoique. Parfois, c'était un peu malsain. Mais il était tellement dans son élément, c'est le poisson dans l'eau, hein, c'est ça. Et alors, grâce à Robert Giraud, j'ai connu tout un monde de souteneurs, d'infirmières de l'amour, de voleurs, de bricoleurs de toutes sortes de la nuit, des tatoués, etc. Jamais, si je n'avais pas fait ce métier, si j'avais fait un autre métier sérieux, si j'avais été contrôleur des contributions, jamais j'aurais rencontré Riton Langue de Velours ou Margot la Béquille. Enfin, c'est vrai. Tu vois, il y avait un bistrot qui s'appelait Chez la Mère Guignard. Hein. Et alors, chez la Mère Guignard, on servait le vin dans des nuits. C'était pas du très 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 bon vin, tu sais. Et alors, j'ai vu faire ce geste, ça Giraud qui pourrait te le dire, c'est que le gars qui ramassait avec l'éponge le vin qui traînait sur le comptoir, il pressait l'éponge dans un entonnoir et ça remplissait une bouteille. La récupération, c'était le circuit court, tu vois. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Aidez-nous. Aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous. Et merci du fond du cœur. Vous qui pouvez choyer vos petits-enfants, pensez aux autres. Ils ont un cœur de papa et de maman. Ils ont un cœur d'homme et de femme. Comme vous, comme moi. C'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. Ça, c'est l'histoire avec mon copain Giraud, du tatoué, la recherche de la baleine blanche, enfin, un tatoué mystérieux qu'il avait vu une nuit, on a couru après pendant des jours, des semaines, et on a fait finalement un bouquin sur le tatouage, hein, parce qu'on avait vu un jour un type tatoué complètement. Finalement, on l'a retrouvé, il est venu ici, c'était Richardot qui était tatoué de la tête aux pieds. Et Richardot, c'est un ancien bagnard. Il se produisait dans les bistrots le soir, et il en trouverait une robe de chambre, et il demandait... Enfin, les gens lui donnaient de l'argent. Puis un jour, il y en a un qui a ri de ses tatouages, genre, il lui a donné un coup de couteau, ce qui fait que Richardot est mort en prison. Il a emporté son musée avec lui. Chers amis, bonjour. Monsieur mon candidat, bonjour. Bonjour. Comment s'appelle-t-on l'autre tête de qui envahit l'Empire romain en 410? Les Visigoths? Oui, monsieur. 85. Qui te double? Simone, cette petite chipie, elle qui se prête à mon avis, ça me touche, là. Au revoir, docteur. La personne suivante. Voici le passeport des dames et des demoiselles. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, c'est Christiane qui vous parle.
Et sur un gauche droit la figure, Diouf vient d'aller à terre pour la première fois. 4-5 contre l'arbitre. 10, dit l'arbitre. Et Hassan Diouf se relève sans avoir l'air d'être proprement inquiété. Merci madame, merci monsieur. À demain, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous feriez si vous gagnez 1 million? Si j'avais 1 million, moi, voilà ce que je ferais. Des pavillons pied-à-terre, 4 pièces, entrée et cuisine. Hein, 444 mètres carrés devant, hein, clos de mur, 470 000 francs. Moi, si je gagne 1 million, comme j'ai tout perdu par les sinistres, je lèverais un tombeau à mes parents et je voudrais m'acheter une machine à coudre. Moi, je voudrais un pavillon en banlieue parce que j'ai 2 enfants et il leur faut la campagne. Et moi aussi. Je commencerai d'aller voir mes docteurs parce que je n'ai pas d'argent avec 18 500 francs par tous les 3 mois. Je ne peux pas me payer ça. Si je gagne 1 million, ce serait pour mon père qui est opéré du cancer. Oh, ben moi, j'aurais pas beaucoup de mal parce qu'on est 4 à la maison sur un salaire. Alors, vous savez, je fais d'abord le confort. Vous sauriez comment l'employer? Oh oui, et tout de suite. Je voudrais que ma fille ne travaille pas autant qu'elle travaille. Ma fille, elle a 50 ans, moi j'en ai 83 ce mois-ci. 83 ans? Oui. Eh bien, mais vous ne les paraissez pas. Oui, mais on a tendance à les être même, mais pour elle, c'est dur, vous savez. Ah, mais si, j'ai 71 ans. 71 ans. Oui, mais et je n'ai plus de famille. Et si j'avais 1 million, ben, ça me ferait bien mieux parce que j'avais bien besoin. Mais vous en feriez quoi? Vous en feriez quoi? Ça m'aiderait parce que, oui, parce que je vis à l'hôtel, monsieur, et je n'ai plus de maison depuis la guerre. Et voilà. Moi, si je gagnais 1 million, j'abandonne ma voiture de 4 saisons. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? J'aime me reposer à la pêche. À 65 ans, j'ai le droit. Dans le fond, je fais des autoportraits. Si j'ai beaucoup de pitié, c'est parce que j'ai pitié de moi. Et que je m'aime bien tout compte fait. Et que j'aime bien tous ces gens-là. Et que le petit moment de bonheur qu'ils ont volé dans leur vie, pourquoi ne pas l'immobiliser? Les moments de bonheur comme ça, c'est bien de les faire survivre. Il y a tellement de choses dans les images qui sont la culture de la misère, du drame. Je sais bien que le drame est très photogénique, mais il s'est passé, je vais pas le faire revivre. Hein. C'est comme les gens désagréables, on les oublie. Je préfère montrer les moments qui vous ont fait jubiler comme ça. Et si ça peut provoquer la même jubilation, une jubilation parallèle chez d'autres, le tour est réussi. Dernier tour. Corrieri va gagner. Mais voici le peloton, la foule, les cris, l'enthousiasme, les coureurs, le maillot jaune. Autant sous les buissons, flambe de fleurs. Déjà, le bout noir de mes longues oreilles.
Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir raté le passage rapide et d'aller voir les gens. Et de leur dire, écoutez, vous êtes passé là, est-ce que vous voulez repasser pour moi? Ça oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Un triporteur passe avec un couple dedans, la jeune fille dans la boîte, il passe devant moi, il l'embrasse. J'ai fait la photo. Le type s'arrête, il m'a dit, oh là là, vous nous avez photographié, c'est la fille de la patronne. Ne la montrez pas. Je dis, bon, bah écoutez, allez chercher une autre jeune fille et puis refaites ce que vous venez de faire. C'est un peu triché. Qu'importe la façon dont c'est fait, ce qui compte, c'est l'impression, le sentiment de ce moment de bonheur qu'ils ont donné au passage. Michel, voulez-vous prendre pour légitime épouse Brigitte, ici présente, selon le rite de notre mère, la Sainte Église? Les guinguettes, alors là, ça me ramène à chez Gégène, sur les quais de la Marne. Et les balles pas les balles, les mariages du samedi. Puis c'est les mariages en autocar. Donc les gens venaient souffler dans des mirlitons depuis Paris jusqu'à Joinville. Et ils arrivaient, ils étaient déjà en forme. Et alors, il a marié, qui commençait déjà à être légèrement fripé. Et puis, il y avait les balles. Et il y avait le bal, alors il y avait aussi la danse du tapis. Et comme il y a 6 ou 7 noces, alors finalement on ne sait plus qui est avec qui. Hein. Alors on va faire la bise à toutes les demoiselles d'honneur de tous les bals. Et je sais pas si en poussant l'absurde jusqu'au bout, je sais pas si le couple marié partait vraiment avec l'épouse qui leur a été donnée par monsieur le maire le soir. Mais ça, je pense que j'exagère légèrement. J'avais fait connaissance d'une très très jolie femme qui s'appelait Pierrette Dorian. Et on était à Mouffetard avec Mérindol, et j'entends une voix qui dit « Est-ce qu'on peut chanter ?» Le patron « Oui, oui, si vous voulez. » Alors, je vois une chanteuse, mais vraiment la séduction qui joue tout de suite, quoi. Elle a été un peu méprisante et dominait son auditeur de rabougri. Hein. Et elle chantait « Tu veux pas te figurer comme je t'aime, c'est si doux d'être câliné ». Ah, c'était formidable. Alors, elle a terminé sa chanson. J'ai été la voir, j'ai dit « Est-ce que ça vous ennuie si je fais une photo de vous ?» Non, non. Alors, j'ai mis discrètement un peu d'argent dans la soucoupe. Ça a dû lui plaire. Et j'ai fait 3 photos d'elle. Et peut-être la meilleure photo d'elle que j'ai, c'est ce jour-là. Et après, mon ami Giraud est venu, puis il dit, mais ce qu'il faudrait quand même faire, à quel endroit vous allez? Vous allez au Halles? Ah ben, les Halles, ça nous intéresse. Et alors, on l'a suivi au Halles et chez les bouchers de la Villette. Et les bouchers, les tueurs, plein de sang, qui pleurait quand elle disait « Tu veux pas te figurer comme je t'aime ». Elle était formidablement belle. Vous voulez remettre ça, s'il vous plaît?
ici, hein. Alors 423, 420. Quand on photographiait une rue, les commerçants sortaient de leur estancos et s'alignaient sur le bord des trottoirs. Ils cherchaient à donner une apparence avantageuse de leur personnalité. La poitrine gonflée, les jambes croisées. C'était marrant. C'était tout à fait autre chose. Vous savez ce qui est changé, je crois, tout compte fait, c'est le rythme. Le rythme. On n'a pas le droit de traînasser, de regarder. Je ne sais pas comment le dire, mais la grande centrifugeuse les a envoyés dinguer, mes pauvres copains qui écoutaient les accordéons au coin des rues. Ils les ont envoyés dinguer à Villeneuve-Saint-Georges, à Rambouillet, à Chartres, allez donc savoir où. Ceux qui pensent que je suis un grand amoureux de l'accordéon musette se trompent un petit peu parce que ça fait... Comme je choisis mes sujets dans le monde populaire, ouvrier, quotidien, ils pensent que je suis un inconditionnel du bal musette. C'est pas vrai, j'aime pas ça du tout. Ça agace, mais c'est toujours... Cette manie de vous foutre dans un tiroir. Il faut regimber, il faut sauter, enjamber le tiroir et faire toujours autrement que ce que les gens croient que l'on est. Éviter le classement, il faut pas se laisser classer. J'ai essayé d'exprimer la seule chose qui me tienne à cœur. J'accepte le prix Nobel avec émotion. Et la manière dont un enfant reçoit une récompense. C'est trop libre à l'heure actuelle et elle ne peut plus désobéir. On l'a mis dans l'impossibilité. Ce métier a quand même vous offre des privilèges extraordinaires. C'est que sous prétexte de tirer le portrait de quelqu'un, on approche. On apprend quelque chose tout le temps, tous les jours. Quelqu'un vous invite, vous enrichit, enfin, vous montrant quelque chose qu'on ignorait. Et c'est ça, il faut être perméable et puis laisser la porte ouverte. Mon appareil a l'air d'indiquer des choses convenables. Attendez, ça fait quoi? Allons-y. C'est parti. C'est pas... Ah non, je suis trop bas, là. Non, ça dépend. On essaie, hein? Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Ouais. Voilà, très bien. Eh ben, c'est pas si moche que ça. On en refait encore. Attendez, restez là. Encore, c'est pas mal. Oh, quelle belle photo. On leur parle beaucoup, on les distrait. Ou alors, il y a quand même une ruse. C'est la maladresse. Je suis pas très attentif à mon matériel, mais je fais exprès d'être maladroit. Et je dis au monsieur qui est en face, qui commence à se composer un visage d'intellectuel, oh, écoutez, je suis désolé, mais cet appareil ne fonctionne absolument pas. Alors je fais mine de démonter un truc. Je dis, je crois que ça va marcher. Ah oui, regardez, ça s'allume, ça y est, ça va marcher. Et on a devant soi quelqu'un dont le visage rayonne de bonté. Le type s'humanise, il rend service. Et plouf, on a fait une photo. Il y a eu 3 très bons modèles pour moi dans les messieurs. Il y a eu Picasso, il y a eu Buster Keaton et Baquet. Bon, voilà 3 personnages qui savent poser les pieds sur le sol et à partir de cette position des pieds, la silhouette s'élève. Plouf, puis occupe l'espace avec grâce. Ça, ça ne s'apprend pas. C'est un merveilleux acteur. Merveilleux acteur, il s'occupait l'espace avec une grâce totale. Sur la nappe, il y avait les 2 peints en forme de main.
Alors il a suivi mon regard, puis il m'a dit oui, c'est le boulanger de Valoris qui fait ça. Et quand je lui ai signalé qu'il n'y avait 4 doigts, il m'a dit alors je les appelle des Picasso. Alors j'ai mis les 2 pains à côté de l'assiette et il a fait tout de suite le geste que je souhaitais lui faire, c'est-à-dire mettre les bras le long de la table avec les pains en prolongement qui faisaient les mains. Et à partir de ce moment-là, j'avais compris le jeu. Il fallait lui proposer des accessoires et tout de suite, il improvisait quelque chose. Je suis resté juste 2 jours avec lui. Et en 2 jours, j'avais fait une provision de photos, peut-être 20 photos différentes de gags comme ça. Ça, il aimait bien. J'étais pas fait pour faire de la photo de mode, parce que je m'en fiche complètement. Il y a 2 choses qui m'ennuient terriblement, c'est un défilé de mode et le posage de Longchamp ou d'Auteuil. Ce sont des gens qui m'ennuient, qui ont l'air de suer l'ennui, c'est la fausse valeur, oh là là, ça c'est vraiment pénible pour moi. C'est l'enfer. Déjeuner au foie, un très élégant pointier noir et argent, avec petit manteau ciel et argent, aux robes d'après-midi. De Brunoff était un monsieur très très charmant. Il me disait allez voir le défilé chez Dior et dites-moi quelles sont les robes qui vous inspirent. Et au 4e mannequin, j'avais complètement perdu contact avec l'intérêt du défilé. Et le lendemain, Michel de Brunoff me disait alors quelle robe? Je disais au hasard, comme si je faisais un quartet. Le 13, le 17, le 23 et le 34. Paf. Et dans le studio arrivait le 13, le 17, le 23 et le 34. J'avais parfois l'impression de trahir un petit peu le choix que j'avais fait au départ. Et puis tout de même, il y a une chose, c'est qu'on peut, c'est même un devoir, c'est de faire le bouffon dans ce cas-là, c'est-à-dire de se moquer un tout petit peu de ce milieu. Ces fécarabos de la mode, ces espèces de mères fouettards qui décident qu'une collection est nulle ou qu'elle est sublime, il n'y a pas de milieu. Vous savez, on donne toujours dans les adjectifs des teignes. Et ces bonnes femmes sont vraiment épouvantables. Là, ça, c'est terrifiant. C'est un monde d'une cruauté, d'une élégance, justement, d'impudeur. Alors là, il faut les faire choisir le moment où elles sont laides. Demandez Francfort, Paris Presse, dernière nouvelle. Demandez Francfort, dernière nouvelle. Paris Presse, Francfort, dernière nouvelle. Demandez Francfort, dernière nouvelle. C'est très simple. Quand on est malheureux, qu'on a des ennuis, que l'on est un peu désespéré, avant de charger le revolver, il faut mieux s'asseoir au coin d'une rue et regarder. Regarder longtemps. Et il y a des propositions inconnues qui sont faites par le hasard. C'est comme ça que je me remonte le moral. L'envie de faire des images me vient la nuit. Je me réveille le matin, j'ai un grand appétit d'enregistrer les choses. Et vous savez, quand une journée de balade, mais depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit, avec le petit arrêt dans un bistrot pour manger un sandwich, quand vous avez fait 1 ou 2 photos dans la journée, c'est fou.
J'aime pas être un voyeur, c'est pas ça. Le couple qui se pétrit comme ça, c'est pas une chose que je vais photographier. J'ai photographié des gens qui s'embrassent, et dans ce cas-là, je dois le dire, dans ce cas-là, j'ai employé des figurants. Il y a des tas de gens qui revendiquent d'avoir été les amoureux de l'hôtel de ville. Et en réalité, il y a que 2 personnes. Mais j'ai 15, 20, non, c'est un nom de père. 8 postulants, 10 postulants. Non, cette photo m'inquiète un peu. Parce que justement, ce succès montre que c'est quand même une chose très très facile. Un effet facile. Et ce qu'il y a, c'est, je pense que pourquoi tant de gens s'identifient, c'est parce que c'est quand même une espèce de symbole d'un moment heureux. Voilà, c'est ça. Alors, ils auraient aimé être là, et de là à penser que c'était eux, il n'y a qu'un pas. Quand j'arrivais à sortir de Gentilly, on allait jusqu'au parc Montsouris. Mais on était très timide avec les jeunes filles. Alors quelquefois, on s'asseyait avec un ami sur un banc à côté deux jeunes filles qui étaient assises. Et on n'osait pas leur parler. Simplement, on se poussait un peu pour les bousculer légèrement. Et ça suffisait pour notre griserie de la journée. Et à ce banc, justement, de Prévert en parle dans un poème qui s'appelle Le Jardin. Et qui est un truc très court. Hein. Et vraiment, ça me touche énormément, parce que ça évoque toute cette enfance, cette jeunesse et cette découverte des jeunes filles qui étaient d'accord. Mais très, très pudique, tout ça. Hein. Et tandis que le texte va un petit peu plus loin, là. C'est des milliers et des milliers d'années ne sauraient suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé. Où tu m'as embrassé. Je t'ai embrassé un matin dans la lumière de l'hiver. Un matin, au parc Montsouris, dans la lumière de l'hiver, Paris, au parc Montsouris, Paris, sur à la Paris, terre, sur la terre qui est un astre. La terre qui est un astre. Et ça, ce genre de poème me plaît parce que les poèmes hermétiques, j'y comprends rien. Parce que là, il part d'un endroit physique, petit, palpable, et djing, il vous envoie vers le haut. Ah, ça, c'est épatant. J'ai bien fait d'être timide et de garder des jardins secrets et voilà, ne pas piétiner tout. C'est pas vrai qu'il faut tout montrer, c'est pas vrai. Il faut garder toujours un espace qui est préservé par la pudeur, mais qui est pour les autres un espace de rêve dans lequel ils vont pouvoir bâtir. Après avoir fait des photos fermées pendant une époque, qui étaient des petites histoires fermées sur elles-mêmes, je pense maintenant que l'image doit être une graine qui va germer dans l'esprit de l'autre. Alors, faut laisser du jeu et ne pas décrire, mais suggérer. Ai-je réussi à refiler ma fausse monnaie? Je ne suis pas sûr. Mais enfin, je crois que ça vaut mieux que l'indifférence. Vous savez, il y a des choses tragiques que j'ai vues, par exemple, les vieillards, à la fin d'un repas, quand on commence à desservir la table, qui veulent raconter leur guerre ou une histoire, un souvenir, et tout le monde s'en va. Et le pauvre vieux bonhomme reste là sur place. Il ne peut pas trouver un auditoire, même un gamin qui s'attarde pour finir les miettes de gâteau qui restent sur la table. Et personne ne l'écoute. Donc ça m'est épargné, cette espèce d'indifférence. On m'écoute, on regarde mes photos. Mes petites histoires, maintenant, va-t-on les écouter? Mais j'ai pris du plaisir à le faire.
Beep.